Je vous propose, pour commencer, de vous présenter chacun rapidement pour cette table ronde sur le pacte du pouvoir de vivre. Bon, je vous propose de commencer. Moi, je m'appelle Christian Baudelot, je suis sociologue et je suis membre de l'Observatoire national du suicide. Je m'appelle Daniel Verger, bonjour à vous, et je travaille au Secours catholique, mais je suis aussi membre du groupe de coordination du pacte du pouvoir de vivre. Emmanuel Ruche, médecin de santé publique, enseignant-chercheur à l'Université de Tours et au CHU de Tours, président de la Conférence nationale de santé et président de la Société française de santé publique. Liliane Dassy, donc je suis écoutante à SOS Amitié et je suis là au titre de l'UNPS et du groupe de travail qui a participé à l'élaboration de cette journée. Merci beaucoup à vous quatre d'être là. Donc vous avez vu Daniel Verger, donc c'est vous qui représentez le pacte du pouvoir de vivre aujourd'hui. Vous avez vu que ça inspirait les participants à cette journée. Alors est-ce que vous pouvez nous dire le pacte du pouvoir de vivre, qu'est-ce que c'est et quelle est son histoire ? Oui, alors peut-être effectivement quelques mots sur ce pacte du pouvoir de vivre. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont dit on ne connaît pas ou on ne connaît pas bien. C'est normal, mais quoique ça vaut le coup de découvrir le pacte du pouvoir de vivre parce que je trouve que c'est une histoire passionnante. Et d'abord, je voudrais remercier d'avoir pu être présent à cette journée. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question du suicide ou de ces enjeux-là, mais par contre, nous sommes très concernés par tous ces enjeux de la prévention et de la construction d'une société où il fait bon vivre pour chacun, et en particulier pour les plus fragiles. Et je pense que c'est vraiment ça le point de jonction. Et ça, c'est venu dès le début de l'histoire du pacte du pouvoir de vivre. Nous sommes créés en 2019, à un moment d'inquiétude très forte, inquiétude partagée sur la crise écologique. Et on sait que l'éco-anxiété est devenue extrêmement vive chez beaucoup de jeunes en particulier, à un moment où la crise des Gilets jaunes et cette revendication de participer autrement à la société, et aussi que les difficultés de pouvoir d'achat, de difficultés de joindre les deux bouts, puissent être reconnues au-delà des cercles de pauvreté forte, mais aussi dans toutes les catégories populaires. Et ça s'est manifesté de façon très, très importante, voire parfois violente. Donc cette inquiétude un peu généralisée, eh bien, nous nous sommes dit il y a quelque chose à faire et à proposer pour montrer d'une part que ces enjeux-là devaient être pris en compte sans chercher à rendre contradictoires les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, mais au contraire en les mettant comme deux éléments nécessaires pour une société juste, pour une société qui fasse envie, et qui fasse envie d'y vivre et de se mobiliser pour qu'elle advienne. Et donc le troisième pilier qui réunit nos convictions communes, c'est le fait de dire, pour que les enjeux écologiques soient pris en compte actuellement, rapidement et de façon juste, que les enjeux de lutte contre les inégalités, de lutte contre la pauvreté, de fin du mois soient pris en compte de façon là aussi juste et fortement, il faut adjoindre une troisième dimension qui est la dimension de la vitalité démocratique et du partage des solutions, des difficultés aussi, dans un souci de s'allier les uns avec les autres en matière de société civile, mais aussi de construire une société plus démocratique où chacun peut avoir la parole, mais aussi peut peser sur les décisions à prendre. Et la société civile a un vrai rôle à jouer dans ce domaine-là. Alors on se l'est dit en 2019, et ça a continué ensuite. On a fait des propositions en 2020, en particulier au moment de la sortie du confinement, pour dire 15 mesures à prendre pour sortir du confinement et que ça soit une sortie vers le haut. Et puis, on s'est dit, 2022, il y a de l'enjeu, ce sont des élections majeures qui se préparent. Donc en 2020, on a cheminé ensemble on est passé entre-temps de 19 organisations à plus de 60, donc ça c'est aussi très chouette, mais ça demande aussi un peu à travailler ensemble dans une diversité qui est renforcée. Et on a essayé de préparer 90 propositions que vous avez sur le site, je vous encourage à venir les voir,
90 propositions pour une société du pouvoir de vivre, c'est-à-dire une société où on puisse prendre en charge, disons, les envies, les attentes des personnes les plus fragiles, des jeunes, des acteurs, des organisations. Voilà, et c'est ce que l'on essaye aussi de promouvoir. Voilà un peu à quoi ça sert le pacte du pouvoir de vivre et comment ça s'est créé. Merci beaucoup Daniel Verger, vous en parlez avec beaucoup de passion, on sent que ça vous anime beaucoup. Emmanuel Rouche, je sais que vous vous êtes plongé dans ce pacte du pouvoir de vivre et quel pont vous avez fait avec l'action que vous avez au sein de la Conférence nationale de la santé. Alors, je ne le connaissais pas avant, à ma grande honte, mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à parcourir ce document et les propositions qui vont avec. Alors, pour la Conférence nationale de santé ou pour un professionnel de santé publique d'ailleurs, je dirais ça résonne de 3 façons. Il y a une première façon où ça résonne vis-à-vis d'une approche systémique de la santé. C'est-à-dire que la santé, c'est bien sûr pas qu'une question de maladie, c'est une question en lien avec le bien-être, avec un ensemble de déterminants de la santé sur les modes de vie, les déterminants psychosociaux. Bien sûr que le système de santé intervient également, mais pas que. Donc il y a, en termes de résonance, l'importance de prendre en compte cet ensemble de dimensions systémiques qui agissent, l'ensemble des déterminants qui agissent sur la santé des individus. Ce qui veut dire aussi que, puisqu'on est sur des déterminants qui sont en amont de la maladie, bien sûr que ça met l'accent, et la Conférence nationale de santé, comme la Société française de santé publique, plaide en permanence pour la prévention et pour arriver avant la maladie plutôt que pendant la maladie, bien sûr, ou pendant le problème de santé. Alors, ça pose ensuite une question indirectement, quand on dit que c'est systémique et qu'il y a énormément de leviers qui interviennent, ça pose la question de la responsabilité individuelle et collective. Et je passe à mon deuxième point, c'est-à-dire que ça résonne au-delà de cette approche systémique, ça résonne au travers d'une autre notion pour nous qui est importante, moins la prévention peut-être que la promotion de la santé, c'est-à-dire permettre aux individus d'être en capacité d'action sur leur vie, mais également sur les facteurs qui influent sur leur santé. Et donc pour nous, la promotion de la santé au sens de la charte d'Ottawa irrigue la réflexion et de la Société française de santé publique et de la Conférence nationale de santé en permanence. C'est le concept d'empouvoirment, d'empowerment en anglais bien sûr. Et puis il y a un troisième point qui apparaît très fortement dans ces 90 propositions et qui résonne beaucoup pour nous, c'est bien sûr la question de la justice sociale qui est sous-jacente à cette dynamique qui est proposée. Alors, la Conférence nationale de santé, on dit que c'est le Parlement de la santé. Donc c'est la société civile organisée, c'est la démocratie représentative. Et donc c'est bien sûr très important pour nous, cette dimension de justice sociale. Mais je pense que c'est très important aussi parce que en donnant les capacités ou en faisant en sorte que la collectivité permette l'expression d'une capacité d'action chez l'individu, c'est aussi le plaidoyer pour la participation sociale, c'est-à-dire une sorte de démocratie directe que nous appelons aussi de nos voeux. Merci. Merci beaucoup. Liliane Dassy, vous aussi à l'UNPS, vous vous êtes plongée et il y a des choses qui ont résonné. Vous voulez nous en parler ? C'est ça. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une incongruité, je ne sais pas si le mot est juste, entre l'activité, l'émission de l'UNPS de prévention du suicide et dans le cadre du groupe de travail, comme on est de nombreuses associations, très diverses aussi, comme dans le cadre du Pacte du Vivre, on connaissait, nous, les associations qu'on pouvait faire, les complémentarités qu'on pouvait avoir. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller regarder ailleurs, autre part, quelque chose d'autre. Et du coup, on a été quelques-uns à avoir entendu parler du Pacte du pouvoir de vivre. Et rien que le titre, Pacte du pouvoir de vivre, prévention du suicide, il y avait quelque chose on s'est dit, il faut qu'on aille regarder. Et effectivement, donc on est allé voir, on a étudié toutes les propositions, et il y en a certaines qui ont fait écho, effectivement. Et je lis la prioritaire pour nous, je la lis parce qu'elle est elle nous paraît très juste. Le pouvoir de se soigner, d'être accompagné, une société qui prend soin, qui protège. Ça, alors, on est véritablement dans le soin, dans toute sa diversité, pas que sur les questions de santé.
Emmanuel Ruch parlait des déterminants, et c'est vrai qu'on pourrait échanger beaucoup sur cette question des déterminants. Il y a aussi la question de la lutte contre les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. On a eu, dans le cadre des publics qu'on peut côtoyer, des gens en plein Paris pendant la pandémie qui étaient complètement perdus, sans espoir, ne sachant pas comment faire. Donc ça, c'est un axe qui nous parle beaucoup. Et puis l'accès aux soins, bien sûr, la question de la ruralité, des territoires de santé, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et on ne peut parler de prévention que si on prend tous ces aspects-là en compte. Ça a été un peu une évidence pour nous. Et il y a aussi deux axes qui nous ont beaucoup parlé. C'est la question des médiations dans le cadre de rupture de vie, de mettre en place des systèmes de médiation dans le cadre de rupture de vie. On trouvait que c'était aussi quelque chose. Alors effectivement, il n'est pas là de dire que rien ne fonctionne dans ce pays. C'est pas ça. C'est vraiment, on a vu comment il y a eu des articulations innovantes et possibles et très positives qui se sont mises en place. Mais en même temps, on a vu un peu les manques. Voilà. Et donc, cette question de médiation, il y a les questions aussi d'éducation populaire qui nous sont parlantes pour nous aussi, la question de la citoyenneté qui doit nous faire écho sur le versus engagement dans l'associatif. C'est comme ça que c'est repris dans le pacte du vivre. Donc voilà, ça c'est nos axes prioritaires, les axes prioritaires que nous on a retenus. Il y en a d'autres qui viennent en deuxième attention, qui pourraient être intéressants de relever, mais voilà. Merci beaucoup. C'est votre tour, Christian Baudelot. D'accord. Effectivement, je veux dire, le pacte du pouvoir de vivre résonne aussi pour les sociologues, puisque la sociologie, depuis le début, si vous voulez, a montré que je veux dire, le suicide est un phénomène, un fait social. C'est-à-dire qu'il ne frappe pas, je veux dire, les mêmes catégories de personnes. C'est-à-dire qu'il frappera plus les hommes que les femmes, les vieux que les jeunes, aujourd'hui à la campagne que dans les villes, et les pousse beaucoup plus les pauvres que parmi les riches. Et aujourd'hui, les catégories sociales qui se suicident le plus, ce sont les agriculteurs, ce sont les ouvriers et ce sont les employés. Donc, si vous voulez, c'est des catégories sociales dont les revenus et les conditions de vie sont les plus difficiles. Et d'autre part, on s'aperçoit, si vous voulez, que le suicide varie de manière extrêmement sensible selon tout un ensemble de phénomènes sociaux et de rythmes sociaux. Pendant très longtemps, au XIXe siècle, on se suicidait surtout en juillet et en août. Et aujourd'hui, juillet et août, c'est la période où on se suicide le moins. Bon, et donc, si vous voulez, les modifications intervenues dans les rythmes sociaux, c'est-à-dire ce n'est plus l'agriculture qui rythme, je veux dire, la vie sociale générale, c'est l'école, avec, je veux dire, les vacances, etc., les réunions, je veux dire, des familles pendant l'école. Mais il y a aussi si vous voulez, des actions qui ont l'air tout à fait, je veux dire, peu importantes, absolument invisibles, qui ont un effet sur le suicide. C'est par exemple la fréquence, je veux dire, hebdomadaire. Alors, le suicide le plus fort, le jour le plus fort, c'est le lundi. Bon. Et après, ça décroît régulièrement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et samedi, dimanche, c'est le moment où les tentatives de suicide sont les plus nombreuses, mais c'est le moment où les suicides accomplis sont les plus rares. Et il y a eu une réforme scolaire tout à fait importante en 1972, c'est que le jeudi est devenu le mercredi. Bon. C'est-à-dire que le jour où les enfants étaient en vacances, c'était avant le jeudi et avant le mercredi. Bon. Et cette modification, je veux dire, cette réforme a eu un impact sur le suicide. Et sur le suicide des femmes. C'est-à-dire les hommes restent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça ne bouge pas. Mais les femmes, lundi, mardi, et puis
là où je suicide le moins, c'est le mercredi. C'est-à-dire qu'avant, c'était déjà le jeudi, et maintenant, c'est le mercredi. C'est-à-dire que la responsabilité des enfants, la charge des enfants, etc., a une importance, et ça renvoie immédiatement, si vous voulez, à des problèmes d'intégration sociale et de lien social. C'est-à-dire que la grande explication, et c'est pour ça que ça entre tout à fait en résonance avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est-à-dire que le suicide, si vous voulez, c'est un fait social qui est extraordinairement sensible à, bon, Durkheim appelait ça l'intégration. Aujourd'hui, on parle de lien social. Et plus le lien social est fort, alors lui, Durkheim, c'était les hommes mariés contre les célibataires, les divorcés, les veufs. Bon. Et on s'aperçoit que bon, le divorce, enfin, il s'est tellement répandu qu'il n'a plus d'effet sur le suicide, mais par contre, le veuvage, oui, bon, de manière extrêmement forte, mais surtout pour les hommes. Bon, et donc, il y a l'histoire d'intégration. Alors, aujourd'hui, on parle de lien et de lien social. Et dès l'instant qu'il y a une défaite, si vous voulez, du lien, je veux dire, le lien s'efface, il y a des risques extrêmement forts. Et moi, ce que j'ai apprécié dans le pacte du pouvoir de vivre, c'est le côté, la volonté d'intégrer, enfin, je veux dire, d'avoir une population et des groupes, je veux dire, qui ont des relations, qui soient intégrés avec beaucoup de liens entre eux, etc. Et là, on est en plein dans la question du suicide. Moins il y a de liens et plus il y a de suicides, c'est absolument clair et net. Alors ça, c'est tout à fait important. Alors, il y a un deuxième truc qu'il faut aussi rappeler, c'est-à-dire que bon, les sociologues utilisent beaucoup les statistiques, mais il reste que le suicide est un phénomène exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a beau dire que les hommes plus que les femmes, les vieux plus que les jeunes, etc., à la campagne plus que dans les villes, bon, quand on regarde, si vous voulez, les deux départements français, le Morbihan et le Côte-d'Armor, qui enregistrent des taux de suicide les plus élevés, il ne faut pas quand même oublier que parmi les Bretons habitant, je veux dire, dans les Côtes-d'Armor, etc., veufs, célibataires, âgés de plus de 60 ans et vivant dans une commune pauvre rurale du Morbihan et des Côtes-d'Armor, l'immense majorité de ceux-là ne se suicident pas. Donc, si vous voulez, c'est très important, je veux dire, de réaliser que les statistiques, bon, je veux dire, sont une chose, elles donnent des fréquences, que les hommes se suicident plus que les femmes, etc., mais qu'on reste quand même dans des domaines extraordinairement exceptionnels. Et ces domaines, le fait que ce soit absolument exceptionnel, ça veut dire que l'explication par les facteurs sociaux du suicide s'arrête à un certain moment et doivent nécessairement laisser la place à l'explication individuelle, personnelle, psychologique je veux dire, de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire du lien, il est extrêmement important, et en même temps, le lien, c'est un peu l'entre-deux, on peut dire, entre ce qui se passe au niveau de la société, si vous voulez, toutes les contraintes sociales qui exercent un effet sur le suicide, et en même temps, la psychologie personnelle et individuelle des individus. Et c'est pourquoi nous, on pense, enfin, je veux dire, on le pense à l'Observatoire du suicide, mais je veux dire, les sociologues en viennent de plus en plus aussi à cette idée-là, c'est qu'il est absolument nécessaire de faire converger les approches disciplinaires différentes, etc., et en particulier par des enquêtes qui tiennent compte. Alors là, je reprends tout à fait ce qui avait été dit tout à l'heure par Valérie, c'est que pendant très longtemps, si vous voulez, on a raisonné en termes de facteurs de risque, bon, qui sont tout à fait importants, mais maintenant on peut mener des enquêtes qui essayent de reconstituer le cheminement, l'histoire personnelle, individuelle, je veux dire le cheminement biographique des personnes, soit qui sont suicidées, soit qui ont fait des tentatives. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et donc, si vous voulez, le sociologue est modeste aussi, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a qu'une partie qu'il peut expliquer, mais il peut servir à contribuer avec d'autres à la fois une meilleure connaissance et par conséquent une meilleure prévention. Merci à vos réactions à tous les trois qui
qui appuie encore plus sur l'importance de ce que vous faites au sein du Pacte du pouvoir de vivre et plus généralement sur l'importance de la prévention sur les facteurs sociaux. Est-ce qu'il nous reste une dizaine de minutes avant de donner la parole au public? Je vous propose de refaire un tour pour parler maintenant d'action, de ce qui est en cours et des pistes pour continuer à se battre sur ce front social-là. Vous voulez prendre la parole, Daniel Verger? Oui, peut-être en complément, disons, vous avez mis à juste titre l'accent sur, finalement, sur ce qui renforce les liens. Et je pense que pour nous, c'est aussi au cœur de ce que l'on a voulu construire au travers de ces propositions. On est à la fois très préoccupés, parce que nous représentons la société civile organisée, donc nous sommes aussi face à des difficultés liées à la crise du Covid. Il a fallu se réorganiser, il a fallu inventer de nouvelles actions, prendre en compte aussi les peurs nouvelles de nos bénévoles, militants, acteurs liés à la santé et à ce Covid. Et tout cela nous a montré que la fragilité quand même de notre société, en particulier du côté de son lien. Déjà, le milieu urbain ne facilite pas, disons, la relation spontanée entre inconnus. Mais en plus, là, les mesures sanitaires nous ont appris à créer de la distance les uns vis-à-vis des autres, à être dans une posture qui quand même est une posture un peu de méfiance, pour une part, même si par ailleurs, heureusement, il y a eu beaucoup d'initiatives d'actions de solidarité créées au niveau familial. En premier, on a évoqué l'importance de la famille pour résister et pour pouvoir passer ce cap. Mais nous sommes dit, il y a quelque chose à jouer autour de renforcer le lien et de lutter contre l'isolement, contre la fragilisation des liens sociaux. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur l'importance de pouvoir lutter contre les déserts médicaux, l'importance de pouvoir être en capacité d'avoir accès aux services du quotidien, en particulier les services de santé et les services sociaux, à moins de 20 minutes en transport en commun de son chez-soi. L'importance des espaces France Service et des maisons France Service qui créent du lien au niveau social. L'importance des centres de santé partout sur le territoire, avec l'enjeu d'être proactif pour renforcer ces capacités-là. Alors, on n'a pas été jusqu'à l'obligation d'installation des médecins sur ces territoires. Il y a eu des débats entre nous autour de est-ce qu'il faut ou pas, mais je dirais, c'est bien cette idée quand même qu'on ne peut pas laisser une société se vider de ses forces vives dans des territoires ruraux ou dans des quartiers. Mais aussi l'importance du lien que permet, disons, le tissu associatif, d'où l'importance de favoriser le renforcement du tissu associatif, de favoriser l'éducation populaire et tout ce qui permet aussi le parcours de l'engagement des jeunes ou des moins jeunes. Donc toutes ces mesures nous semblent assez essentielles pour faire vivre une démocratie du quotidien et une volonté d'être dans du lien renforcé. Et puis en complément de ça, il y a à notre sens vraiment tout l'enjeu d'un socle de base dans la solidarité. Alors c'est autour de ces enjeux de minima sociaux et d'un revenu minimum garanti qui assure un socle minimal de ressources pour les personnes, d'un point de vue financier notamment, mais aussi les enjeux autour de la garantie d'emploi territorialisée, donc avec une mobilisation des acteurs du territoire pour faire en sorte que le chômage de longue durée soit combattu et que donc cette mort sociale que représente quand même souvent le chômage de longue durée soit combattue et que l'on retrouve une garantie d'emploi réelle. Alors on s'est inspiré en particulier de territoires zéro chômeur de longue durée, mais en allant au-delà. C'est-à-dire qu'il faut aussi que, même là où toute la dynamique ne peut pas se mettre en place, des formes de garantie soient créées. Voilà quelques exemples qui, pour nous, sont importants. Et puis, le troisième point que je voudrais évoquer, c'est cet enjeu de travailler sur la préservation du territoire dans sa partie nature, environnement, pour une terre où il fait bon vivre, et aussi en prenant en compte, je crois que c'est une des convictions du pacte du pouvoir de vivre, que les acteurs en fragilité, ce sont les personnes, ce sont les plus fragiles,
Mais dans ces plus fragiles, il y a en fait notre terre. Et que prendre soin des personnes, de l'environnement et de la terre, ça fait partie de cette régénération, de cette économie régénérative dont on a besoin. Une économie du lien, sûrement. Une économie de l'emploi. Et dans les emplois, on voit que les emplois de lien, les emplois à pourvoir et les emplois pourvus, par exemple, par l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, ce sont beaucoup des emplois du lien de proximité, mais aussi du lien avec le paysage à restaurer, les chemins vicinaux à entretenir, etc. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, que ce soit bien sûr en milieu rural, c'est plus net en milieu rural, mais même en milieu urbain. Toutes les activités de lien dans les cités sont aussi extrêmement importantes et sont recréées aussi par ces expériences. Voilà quelques éléments que je voulais mettre en avant. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que je trouve que cette table ronde, elle montre bien la question de la complémentarité, la diversification et les thématiques de la journée d'aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est un objectif réussi pour nous, en tout cas. Et je voulais juste rebondir sur ce que Christian Baudelot disait, par rapport à notre activité, nous, d'aide et d'écoute. On a bien une vision de parcours de vie à un instant T, même d'une durée, des fois d'une courte durée, mais on est en capacité effectivement d'apporter des choses sur ce qui se passe à un instant T. Et ça peut aussi alimenter les débats, parce que c'est vrai que la sociologie est très importante, les conférences de santé, les statistiques, tout ça, mais effectivement, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on soit complémentaire de tout ça, et je trouve que ça, c'est très important. Et charge à nous peut-être de voir comment on pourra continuer à œuvrer après cette journée. Vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être... Je pense que ce qui vient d'être dit, notamment de Daniel, il précise bien l'importance du cadre, et ça rejoint le fait social que vous évoquiez au travers de la notion de suicide et de cette problématique. Peut-être j'aurais envie de rajouter d'une part que on est passé de la psychiatrie à la santé mentale. Non pas que les psychiatres ne s'intéressent pas à la santé mentale, bien sûr, hein, mais peut-être que la vision, entre guillemets, un peu biomédicale, c'est un peu intégré dans une vision, une approche plus globale de l'ensemble des besoins des individus, y compris de l'individu à titre personnel, y compris dans sa trajectoire de vie ou dans son parcours de santé, et y compris avec son entourage, puisqu'on évoquait l'importance aussi de considérer dans l'accompagnement et l'individu et son entourage. Donc ça, c'est des évolutions qui sont vraiment très importantes, qu'il faut essayer de consolider. On a peut-être des dispositifs qui peuvent peut-être favoriser, en tout cas nous à la Conférence nationale de santé, on sera attentif à voir qu'est-ce que va donner un certain nombre de dispositifs de coopération, coordination, articulation, je pense aux conseils locaux de santé mentale, au projet territorial de santé mentale, voir jusqu'où ça va aller et comment ça va nous permettre de challenger cette complexité quelque part de la prise en charge d'un individu dans toutes ses dimensions. Et puis pour terminer, j'aurais envie de dire que c'est très important de continuer à plaider. Alors nous sommes à 20 ans des lois de 2002, donc voilà, c'est effectivement, il y a un anniversaire quelque part sur la parole des usagers, la parole des personnes, leur témoignage, la prise en compte de ce témoignage. Ça fait partie de la participation sociale, citoyenne, des dispositifs de démocratie en fait. Hein. C'est la vivacité qui est derrière de la démocratie au travers de ces témoignages, de la prise en compte de ces paroles et de leur point de vue. C'est-à-dire que c'est non seulement qu'il est important qu'ils témoignent, mais il faut aussi les amener à s'ils le souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'injonction derrière, mais voir de quelle façon est-ce qu'ils peuvent participer aux décisions et aux politiques de santé. Et donc ça, c'est pour nous un sujet important, et les résistances sont quand même encore bien là, nos habitudes ne sont pas encore tout à fait passées de ce côté-là. Et puis, pour terminer, puisque Daniel l'évoquait aussi, on est dans une année un peu particulière, donc je ne peux pas m'empêcher de dire que certes, il peut y avoir des fraudes aux prestations sociales, certes, il y a des devoirs, nous avons tous des devoirs, mais j'aimerais qu'on mette autant d'énergie à rappeler les droits des usagers,
et l'effectivité de ces droits. Et ça me semble aussi un élément très important dans le champ qui est le vôtre, comme dans le champ du système de santé de façon générale, à rappeler qu'il y a une exigence à ce que les droits des usagers soient effectifs. Je le dis d'autant plus que vous avez parlé l'un et l'autre de l'accès aux soins et que moi je suis dans la région Centre-Val de Loire, la dernière des régions en termes de démographie de soignants.